Donc, Monsieur Laugier, bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous me parliez en fait des films que vous aimez, que vous avez découverts quand vous étiez très jeune. En gros, les premiers films fantastiques que vous avez découverts. Waouh. Bah écoute, moi je l'ai parfouré, j'ai eu vraiment trois chocs, tu vois, qui ont presque, on peut dire, changé ma vie. Il y a eu évidemment la découverte de l'Exorciste, qui a été, un premier choc, à la fois un premier choc et presque déjà terminal. Et après il y a eu Profondo Rosso de Dario Argento, qui a ouvert mes perspectives, tu vois, où j'étais très surpris que le cinéma puisse même faire cet effet-là. Et ensuite, vers 13-14 ans, j'ai vu Razorback de Russell Mulcahy, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience encore plus de la prégnance du metteur en scène derrière la caméra, comme ça au fond c'était lui qui organisait tout ce que je voyais sur l'écran, et j'ai eu vraiment une conscience presque physique de ce travail-là, et une intuition que c'était ce que je voulais faire en fait, que c'était ça, que mon rapport au cinéma et ma fascination pour le cinéma passait par ça, et que ça devait être un beau métier, quoi, voilà. Et après Razorback, je n'ai eu de cesse d'imaginer faire mes courts-métrages. Ça a été très influent pour moi. Et aujourd'hui, malgré les scories un peu 80 du film, je continue à l'aimer vraiment d'un amour intact. Il faut dire que le style de Razorback était quand même très très voyant, et que ça a vraiment... ça m'a percuté, quoi. Ces trois films un peu clés. Après, il y a eu évidemment des... Moi, j'appartiens à la génération vidéoclub, j'ai pas connu les salles de quartier et tout ça, je suis un peu trop jeune. C'était les cavernes des vidéoclubs, des premiers vidéoclubs, quoi, des vidéoclubs première génération, où on trouvait absolument de tout, où c'était pas le conformisme des vidéoclubs actuels, quoi, devant lesquels je passe et je ne m'arrête plus tellement ça me déprime. À l'époque, on trouvait des jaquettes mystérieuses, des titres détournés, de toutes les époques, de toutes les origines. Il fallait défricher, donc on prenait tout en fonction de la beauté des couleurs des jaquettes, des interdictions derrière. Voilà, c'était découvrir ce cinéma-là, ce qu'on appelait le cinéma de genre. C'était comme découvrir une planète inconnue, regorgeant de mille beautés étranges. Voilà, donc après je suis devenu monomaniaque, obsessionnel, et puis j'ai cristallisé mon truc sur l'horreur et le fantastique. Voilà. J'imagine par sensibilité personnelle. Parlez-nous de ce que vous aimez dans le cinéma contemporain. Dans le cinéma contemporain, j'aime globalement les gens qui continuent à penser que le cinéma est possible. C'est-à-dire, j'ai souvent dit que je commence à être très fatigué du postmodernisme actuel, d'un certain nombre de films. C'est-à-dire cette idée qu'on ne croit plus aux histoires qu'on raconte et qu'on fait des films pour montrer au public qu'on est aussi malin qu'eux, ou qu'on est plus malin que le film qu'on est en train de faire. Ce qu'on a appelé un peu le cinéma de cancre, ça j'ai toujours détesté ça. Et puis j'aime plus les cinéastes qui se reposent des questions du primitivisme du cinéma, ce qu'on peut appeler le classicisme. J'aime des gens comme James Gray, comme M. Night Shyamalan, tous ces gens qui remettent en jeu des histoires de croyance et de foi en l'histoire qui nous est racontée. Donc j'aime les gens j'aime passionnément, j'aime d'amour les cinéastes qui croient encore que le cinéma peut opérer au premier degré, de manière presque enfantine sur le public. Or aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit une époque très 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 cynique, une époque très distanciée, où il y a quand même beaucoup de cinéastes qui font leur malin, quoi. C'est-à-dire qui sont très très rigolards, et particulièrement dans le cinéma de genre. Moi j'ai beaucoup tourné dans les festivals avec Martyr, donc j'ai eu l'occasion de voir plein de films. Et ce qui me gênait beaucoup dans le cinéma d'horreur actuel notamment, c'était que c'était fait par des gens j'ai l'impression qu'ils faisaient des films pour nous montrer qu'ils aimaient les mêmes DVD que nous, le public. Donc j'ai vu des dizaines et des dizaines de sous-slashers, de sous-massacres à la tronçonneuse, de sous-films de Romero, de sous-films de fantômes japonais, et j'attendais vraiment une voix un peu fraîche, un peu nouvelle, jusqu'à ce que je vois Morse, qui est mon film favori de l'année, parce que ça correspond exactement à ce que j'ai toujours le plus aimé du cinéma fantastique, c'est-à-dire que ça traduit une voix personnelle. Moi j'aimais les films de Argento, de Carpenter, parce qu'il y avait des hommes, je sentais des hommes derrière ces films-là qui nous parlaient de leur vision du monde, de leur façon à eux de raconter des histoires, et je dis bien, c'était avant ce qu'on a appelé le postmodernisme. Je veux dire, que faire après Tarantino? Tarantino a porté le commentaire sur le genre à un tel niveau d'intelligence et de sophistication, il l'a fait avec un talent fou. Qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Après Kill Bill, on peut faire quoi dans le commentaire du genre? Au contraire, moi j'ai envie vraiment de retourner, je dis bien, aux valeurs primitives des histoires, quoi. C'est pour ça que je préférais toujours le plus mauvais film de Shyamalan à Batman Dark Knight de Christopher Nolan. Moi, je le dis, je sais que ça va énerver encore certains, mais c'est pas grave. Je préfère The Happening à Dark Knight.
Parce que dans The Happening, je vois encore une espèce de mec qui risque tout pour qu'on croie à une histoire improbable et que la foi transparaît, quoi. Alors que dans Dark Knight, je vois un commentaire du commentaire de la culture de super-héros et j'ai l'impression qu'il est en train de nous parler du film qu'il est en train de faire et il m'oblige à penser avec lui. Et c'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup, quoi, et qu'accessoirement je trouve très ennuyeux au premier sens du terme à regarder. Mais c'est peut-être un truc de génération, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut qu'un film ait pour vous plaire? Pardon? Qu'est-ce qu'un film doit avoir pour vous plaire? Oula, je reviens à ça, pour me plaire, un film doit déjà transparaître de la foi de son metteur en scène. J'attends des conteurs d'histoire qui m'emballent, qui m'emmènent dans leur truc, que ce soit cérébral, que ce soit organique, que ce soit... peu importe, j'attends absolument que le mec mette ses couilles sur la table. Tu sais, c'est la fameuse phrase de Céline, hein, si vous voulez écrire un livre, il faut payer le prix. Et le prix, c'est risquer le ridicule, c'est risquer le grotesque, c'est risquer de se planter. Il y a trop de films, encore une fois, qui désamorcent leurs propres valeurs en nous montrant qu'ils ne sont pas dupes de ce qu'ils racontent. Ce qui est pour moi un manque absolu de courage. Surtout de respect. Ouais, non, mais même de courage, c'est très facile, quoi. C'est très facile de désamorcer le film qu'on est en train de faire en donnant des coups de coude dans le bide du spectateur, en lui clignant des yeux constamment. Moi, j'aime les mecs qui mettent leurs couilles sur la table et qui prennent le risque de tout perdre, voilà. Et j'ai cette sensation, encore une fois, quand je vois un film de Shyamalan, j'ai l'impression que le mec, à chaque scène, peut tout perdre. Et quand c'est réussi, c'est sublime. Je veux dire, je prends souvent cet exemple de Carpenter qui, quand il fait The Thing, c'est un film horriblement compliqué à faire, à tourner, c'est un cauchemar. Et puis le film sort, on le sait, le timing est mauvais, le film se prend une tôle astronomique. À l'époque, le public n'a pas envie de voir un film d'alien méchant, visiblement. Il se fait démonter par la critique et le mec il s'effondre, quoi. Et Carpenter, c'est un mec quand même plutôt viril et tout, quoi. C'est un cow-boy, tu vois. Et le type il s'effondre, il part en dépression. Et ça, je trouve ça assez sublime, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui, voilà, les ricaneurs, les cancres, les cyniques, je m'en fous, pour de vrai. Même si certains ont du talent, hein, je m'en fous complètement. J'en ai un peu marre du cinéma de fan, pour de vrai. En plus, là, on en voit débarquer beaucoup parce que c'est un peu la perversité de la HD ou de la caméra DV. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, on peut tourner un long métrage avec 0 francs. Donc ça, c'est formidable parce que ça démocratise de plus en plus le cinéma. Donc je me dis toujours qu'on va avoir arriver des jeunes mecs qui vont venir nous étourdir avec leur vision et puis ça va venir. Mais comme aujourd'hui on voit justement qu'on peut tourner des films pour rien, on ne devrait voir que des films originaux, puisque les mecs font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de budget, pas de producteur, ils tournent pour eux-mêmes. Or on continue, moi j'en reçois beaucoup et les mecs m'envoient les DVD et tout ça, je regarde tout avec grand intérêt, grande passion. Je suis toujours un peu déprimé de voir que ça ressemble à un sous-slasher, un sous-machin, je sais d'où ça vient, je sais où ça va et c'est pas surprenant, quoi. Et c'est même une sorte de conformisme qui est très ennuyeux et qui fait en sorte qui finit par faire que le serpent se mord la queue, quoi. Et ça devient un ghetto, du cinéma de fans pour les fans et c'est très ennuyeux à regarder, je trouve. Hein. Très ennuyeux. Et puis de temps en temps, tout d'un coup, on a la putain de surprise. On a Morse, on a Devil's Reject de Rob Zombie, on a May, les films de Kim McGee, on a des gens qui tout d'un coup, à nouveau, remettent tout sur la table. Et ça, oui, il me bouleverse jusqu'aux larmes, tu vois. Je n'ai jamais rencontré le Kim McGee, mais en regardant ses films et ses productions, c'est un frère pour moi. C'est un type qui me bouleverse, qui me touche beaucoup. Alors j'aimerais que vous nous parliez de Mother of Tears, ouais, et de l'attente que vous avez de Giallo. Ouais, Mother of Tears, c'est un peu, je vais pas taper sur l'ambulance. Mother of Tears, c'est un film presque incompréhensible. Enfin, que dire si ce n'est que j'ai trouvé ça aussi mauvais que tout le monde et qu'à la fois j'ai pas de haine contre ça. Je crois que c'est difficile de prendre cet objet au sérieux, quoi. J'aime bien le singe dans Mother of Tears, j'aime bien cette idée du singe qui était envoyé en éclaireur. C'est la seule idée qui est un peu bien foutue, un peu troublante, qui m'a un peu soulevé. Après, comme tout le monde, j'ai regardé ça en me disant mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais pour de vrai, ça fait quelques années que j'attends plus grand chose de Dario, quoi. Moi je n'aime absolument plus rien de ce qu'il a tourné après le syndrome de Stendhal, qui est le dernier film de lui que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça fait un petit peu longtemps que j'ai fait le deuil de Dario. Enfin, je crois que peut-être que Dario a dit ce qu'il avait à dire, a fait ce qu'il avait à faire et qu'aujourd'hui c'est un épilogue un petit peu interminable, un peu longué de quelqu'un qui est peut-être un petit peu en dehors du monde, quoi, qui est un peu replié sur lui-même. Je crois que c'est un type très seul dans la vie. Et je crois qu'il survit grâce à son nom, quoi, à l'aura qu'il a, qui lui permet encore de trouver un peu d'argent, parce qu'en plus ses films sont à chaque fois moins bien produits que les précédents.
Alors, qu'est-ce que je vous dis, j'ai beaucoup ri à Mother of Tears quand j'ai vu les sorcières ressemblant à des fans de Mylène Farmer. J'ai beaucoup ri avec sa vision de l'apocalypse qui consiste à mettre 3 figurants qui tapent sur des voitures et qui se tapent dessus avec des bâtons pour montrer que le monde est en train d'aller à sa perte. Bon, il n'y a plus les moyens, il n'y a plus la vision, il n'y a même plus le savoir-faire. C'est pas très grave. Je veux dire, cet homme nous a tellement apporté, j'ai tellement aimé cet homme que je peux souffrir encore un certain nombre de mauvais films de lui. C'est pas très grave. Il reste toujours ses meilleurs films. Voilà, c'est pas très grave. Après, je suis en désaccord avec les fans transis de la première heure qui continuent à essayer de trouver des qualités à ces pires films. Ça m'a toujours un peu énervé parce que je trouve que ça amoindrit l'extraordinaire beauté de ces meilleurs films. Quand on essaie de nous expliquer ou de trouver absolument des circonstances atténuantes à, je sais pas, à The Card Player ou à Nono Sogno, ça m'énerve parce que ça amoindrit. Je dis bien, c'est vraiment très compliqué de faire un film comme L'Oiseau au plumage de cristal ou Profondo Rosso. Je veux dire, moi je suis suffisamment lucide pour savoir que de toute ma vie, même si je fais 40 films, je n'atteindrai jamais le génie absolu de Profondo Rosso. Et par rapport à ça, je trouve qu'on ne doit pas amoindrir ces films-là en essayant de défendre les mauvais. Voilà. Dario fait des mauvais films, c'est comme ça. Voilà. Et Jennifer, c'est de Mother of Tears. Je sais pas, moi je trouve ça très mauvais. Je vois pas la grâce là-dedans, je vois rien de gracieux, je trouve ça vulgaire, grossier, gore au mauvais sens du terme, sans inspiration. Il n'y a pas la grâce, quoi. Il n'y a pas la grâce. Comment trouver de la valeur à Jennifer quand on revoit encore aujourd'hui Profondo Rosso? Ça n'est pas possible. Je veux dire, moi je mets Dario vraiment très haut. J'étais vraiment jusqu'à dire que Profondo Rosso est bien supérieur à Blow Up d'Antonioni. Je veux dire, il n'y a aucune encyclopédie du cinéma qui dit ça. Moi j'en suis convaincu. Je pense que Profondo Rosso est un film supérieur à Blow Up. Donc je vais très loin. Donc je peux. Jennifer. Je sais pas, les bras m'en tombent quand je vois ça. Ça me tombe des yeux. Et Mother of Tears, ça a été attendu pendant combien de temps pour... Mais moi, j'y croyais pas à Mother of Tears. Je me souviens, j'avais écrit un article à la demande de Mad Movie, j'avais écrit un article dans le hors-série spécial italien, j'avais écrit un article, pas de journaliste, un article impressionniste, je venais de faire Saint-Ange, sur mon attachement et sur mon amour pour Dario. Et je sais que cet article a énervé beaucoup de gens et m'a été beaucoup reproché parce que j'étais en train de dire dans cet article ce que je suis en train de dire maintenant, c'est qu'après avoir été sans doute le héros de mon adolescence, et un homme que j'ai aimé profondément, il est simplement devenu un mauvais cinéaste qui fait des mauvais films. D'avoir simplement écrit ça m'a valu les foudres des fans transis, des gardiens du temple. Et je disais à la fin de cet article, Dario vient d'annoncer qu'il va clôturer la trilogie des mers. Il y a encore quelques fans qui vont être pleins d'espoir. Vous êtes incorrigibles. C'est-à-dire, je disais que moi, je n'attendais rien de ce film. Pour le coup, on peut me donner le crédit que j'avais vu juste. Quant à Giallo, j'ai vu la bande comme tout le monde, j'ai vu la bande-annonce, je trouve que ça ressemble au joueur de cartes, ça ressemble à un téléfilm pour TF1, ça ressemble à un Jules Lescaut, ça a l'air absolument affreux, je n'y crois pas une seconde. Pour vous qui êtes un fan de cinéma fantastique, qu'est-ce que ça fait d'avoir tourné votre film à Vancouver? J'ai pas tourné à Vancouver, j'ai tourné Martyr à Montréal. C'est pas loin, mais je suis impardonnable. J'ai tourné au Québec. J'ai adoré ça parce que moi je mythifiais beaucoup le Canada, parce que c'était un territoire mythologique pour moi. J'aime beaucoup de films de genre canadien des années 70-80 d'une manière très nostalgique. J'aime les films de Georges Mihalka, ces films-là, tu vois. Et évidemment Cronenberg. J'ai vu d'ailleurs ce qui était très émouvant pour moi, c'est quand j'ai commencé à tourner les salles en extérieur à Montréal, il y avait une lumière du ciel, des blancs, des gris qui faisaient très canadien. Et je retrouvais presque sans le vouloir sur mon moniteur vidéo des impressions comme ça, des couleurs qui étaient liées à ce cinéma canadien que j'aimais. Tu as mis Ziapani dans le flop 10? Dans le flop 10. De fou. Je sais, mais moi j'aime beaucoup ça. C'est à cause. C'est pas son meilleur film, il y a des choses ratées dedans. Mais c'est pas qu'il y a des choses ratées. Si tu mets ça dans le flop 10, qu'est-ce que tu as mis dans le top 10?